Maria Zakharova dénonce. Ils sont incapables de comprendre qu'annuler, isoler, infliger une défaite stratégique à la Russie est impossible. Oui, beaucoup le souhaitent, mais jamais cela n'a réussi, cela ne réussit pas et cela ne réussira à personne. Dans cet extrait de sa conférence de presse du 26 juin, Maria Zakharova revient sur les accusations du président finlandais Stubb contre la Russie, les décisions absurdes des autorités moldaves interdisant la participation des sportifs russes et biélorusses aux championnats d'Europe de kickboxing, la prétendue réussite économique de la Moldavie, vantée par le Parlement européen, l'escalade militariste de l'OTAN et ses dépenses massives sous prétexte de menaces russes, ainsi que la coopération stratégique entre la Russie et la Chine face aux manœuvres occidentales. Jusqu'où l'Occident et ses alliés iront-ils dans leur obsession de vouloir effacer la Russie ? Ces actions ne cachent-elles pas en réalité une faiblesse stratégique plus qu'une force ? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Bonsoir, Maria Vladimirovna. Bonjour. Bonjour. Comment commenteriez-vous les propos très anti-russes du président finlandais Alexander Stubb qu'il a tenus lors de sa récente visite officielle au Japon, s'il vous plaît? Lesquels avez-vous en tête? Eh bien, en particulier, il a de nouveau parlé de la menace russe et du fait que cette menace a poussé la Finlande à rejoindre l'OTAN, et ainsi de suite. Oui, c'est, vous savez, comme une vieille rengaine, apparemment, c'est le sujet principal pour eux. Il y a eu de nouvelles déclarations russophobes de la part de Stubb, cette fois-ci sur le sol japonais, une nouvelle salve à caractère russophobe, y compris des appels à renforcer la pression des sanctions économiques et financières. D'ailleurs, il a parlé, c'est drôle, j'ai vu du dernier souffle, comme il l'a qualifié, de l'impérialisme russe. Franchement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On a l'impression qu'il n'a tout simplement pas d'autre sujet. C'est comme si ce type était bloqué là-dessus, incapable de sortir de cette orbite. J'ai même l'impression qu'il ne se passe rien d'autre dans sa vie, à part ses accès de russophobie. C'est exactement pareil, et ce n'est pas qu'une simple impression, on le voit très clairement à travers des faits concrets et avérés. Toute son activité principale se résume à répandre des insinuations mensongères et fallacieuses sur la Russie, sans aucune preuve tangible. Et il y a toujours cette espèce de passion maniaque à vouloir affliger à la Russie, comme il le répète en copiant les autres membres de l'OTAN, une défaite stratégique. J'ai une question importante. Est-ce que Stubb, qui est quand même le président actuel de la Finlande, se soucie au moins un petit peu du sort de ses propres concitoyens, ou bien il ne pense qu'à la Russie? Parce que lorsqu'il exige un durcissement des sanctions, encore plus de mesures restrictives, l'introduction de nouvelles et importantes restrictions, il doit bien comprendre que tout cela va inévitablement se retourner contre son propre pays, et pas seulement contre le pays en tant que nom, mais aussi et surtout contre les citoyens qui, en principe, l'ont élu pour qu'il améliore véritablement leur vie. Enfin, je ne sais pas, mais c'est plutôt une question à lui poser, pas à nous. Merci beaucoup. Alors, nous avons RIA Novosti avec nous. Allô, Maria Vladimirovna? Oui, vous m'appelez ou vous posez une question? Non, pour l'instant, je pose une question. Bonjour, Kristina Lazarevic, RIA Novosti. Si vous permettez, nous avons deux questions aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Première question. Le 21 juin, la direction de la Fédération internationale de kickboxing a annoncé l'annulation du championnat d'Europe de ce sport. L'une des raisons de l'annulation est le refus des autorités moldaves d'autoriser l'entrée sur leur territoire des sportifs russes et biélorusses. Comment pourriez-vous commenter ces actions et les motivations de la partie moldave? Vous savez, ce serait vraiment drôle si ce n'était pas aussi triste, car c'est une nouvelle manifestation de l'inadéquation du régime Sandu.
La décision des autorités moldaves pense bien de ne pas autoriser les sportifs russes et biélorusses à participer à un événement sportif international, je tiens à le souligner, revêt évidemment un caractère politique marqué et va à l'encontre des principes fondamentaux du sport dont nous avons tant parlé aujourd'hui. Et quels sont ces principes fondamentaux du sport? Il s'agit de la neutralité, de l'objectivité, de l'inadmissibilité de toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur d'autres principes mentionnés précédemment. Je rappelle que les organisateurs du championnat avaient annoncé ce tournoi comme étant international sous l'égide d'une organisation sportive, mais les autorités moldaves, à la dernière minute, 2 jours avant le début, ont exprimé leur désaccord quant à sa tenue, invoquant, je cite, « certaines circonstances de politique étrangère ». Peut-être qu'il y a des choses sur le kickboxing que nous ignorons. Peut-être que le régime Sandu va nous en dire plus, mais, à mon avis, il faudrait quand même s'expliquer de quoi s'agit-il exactement, ces circonstances de politique étrangère qui, en l'espace d'une journée, ont fait capoter l'organisation d'un tournoi international de kickboxing en Moldavie. Alors, lorsque de nombreuses questions ont commencé à fuser et à se propager sur ce qui se passait réellement, les responsables moldaves ont déclaré que tout cela était, ni plus ni moins, directement lié à la sécurité nationale de la Moldavie. J'aimerais simplement et sincèrement demander si donc assure cette sécurité nationale au point que quelques sportifs professionnels venus participer à un tournoi international de kickboxing pourraient véritablement menacer la sécurité de la Moldavie? Réfléchissez bien. Il se justifie en disant que, par la composition de notre équipe nationale, il pourrait y avoir des personnes, c'est la formulation que nous avons reçue de leur part, qui seraient prétendument liées aux structures de force de la Fédération de Russie, ainsi que d'anciens militaires et des sportifs, comme l'UEPP CRI, venant des territoires occupés, faisant la propagande de l'agression contre l'Ukraine. Je voudrais ajouter que j'ai l'impression qu'en Moldavie, il pourrait bien y avoir des gens qui ont un lien avec les structures de force de la Fédération de Russie qui travaillent depuis de nombreuses années au service de ce pays. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions un seul et même pays. Et il se peut que des gens, et pas seulement un, ni 100, ni 1000 aient servi dans les forces armées aussi bien de l'Union soviétique que, peut-être, de la Fédération de Russie, aient vécu sur le territoire de la Fédération de Russie et des mariages mixtes ou que leurs enfants vivent à l'étranger, notamment en Russie. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Faut-il, en fait, ne plus organiser aucune compétition, même à l'intérieur de la Moldavie? Mais vous comprenez, d'un côté, commenter tout cela, c'est aussi s'exposer à une sorte de réelle, de véritable menace, à se retrouver sans cesse et constamment embarqué dans toutes ces histoires complexes et potentiellement dangereuses. Break time égale 0,5 S. Mais d'un autre côté, ne pas commenter, c'est passer complètement à côté et ne pas mettre en lumière, ne pas révéler ces problèmes que Sandu et son régime ont apportés dans la vie du bon peuple travailleur de Moldavie. Break time égale 0,5 S. Eh bien, ce n'est pas la première fois, et comme nous l'avons compris, ce ne sera pas la dernière. Ils imposent au peuple moldave ce qu'ils appellent un avenir européen, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment, c'est précisément ainsi que cela se manifeste. En réalité, sous le couvert de la diversité multiculturelle, un autre argument qu'ils exploitent au maximum de leur capacité, ils continuent d'imposer la russophobie, que l'on peut désormais qualifier, au sens le plus large, de racisme pur et simple, de discrimination raciale flagrante, d'une politique d'annihilation totale de tout ce qui est russe, et maintenant aussi de tout ce qui est biélorusse. Tout cela n'est qu'un mélange de racisme, de discrimination et de vulgarité. Vous comprenez? Parce que là, ça dépasse déjà les limites du raisonnable. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que ce soit mauvais, mais qu'on puisse au moins discerner une certaine logique.
Dès là, ce n'est pas seulement mauvais, c'est vulgaire. Je rappelle que la semaine dernière, lors du Congrès mondial de la viticulture et de l'énologie qui s'est tenu en Moldavie, un incident similaire a eu lieu. Et là aussi, Yama qui, soi-disant, menace la sécurité de la Moldavie. À ce moment-là, la partie moldave, sous la pression des russophobes ukrainiens, a limité la participation des vignerons russophones mentionnés et a exigé le retrait du drapeau national russe et d'autres symboles de la Russie du site. Alors, j'ai une question. Comment vont-ils faire ensuite? Ils vont coller des étiquettes sur les cartes pour cacher les nains liés à la Russie, retirer les symboles nationaux? Comment vont-ils décider où aller? D'où vient le gens? Comment tout cela va-t-il se passer? Les autorités moldaves ont réussi, 2 fois en une semaine, à se ridiculiser aux yeux du monde civilisé à cause de leur myopie politique qui frise déjà le règlement. Ils sont incapables de comprendre qu'il est impossible d'annuler, d'isoler ou d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Oui, beaucoup en ont envie, mais personne n'y est jamais parvenu, n'y parvient, et personne n'y parviendra jamais. Si, je ne sais pas comment dire, incident, cette stupidité du régime Sandu ont démontré que les tentatives de politiser des plateformes et des événements internationaux neutres ne reçoivent le soutien ni de leurs organisateurs, ni des participants, ni du peuple moldave, qui en a déjà assez d'être présenté sous un tel jour. D'ailleurs, la direction de la Fédération internationale des kickboxing a unanimement décidé d'annuler le championnat de ce sport et de le reporter à l'année prochaine. C'est une honte, une vraie honte. C'est une véritable honte pour le régime Sandu et une honte pour tous ceux qui sont obligés d'être associés à ce régime politique. D'ailleurs, ce tournoi, si j'ai bien compris, n'aura même plus lieu en Moldavie, mais dans un autre pays où on respecte les droits et libertés fondamentaux de l'homme et où on ne sombre pas dans l'encouragement du racisme sous quelque forme que ce soit. Mais encore une fois, vous comprenez sûrement, ils agissent, le régime Sandu, selon le principe « tant qu'à avoir honte, autant aller jusqu'au bout ». J'ai l'impression qu'il n'y a déjà plus rien qui les retienne. Même le fait que, de l'extérieur, tout cela ressemble à une absurdité totale, surtout à une stupidité inexplicable. Vous avez dit que vous aviez 2 questions? Oui, si vous le permettez, la deuxième question concerne. Et comment pourrais-je vous l'interdire? Merci beaucoup. Il concerne la résolution du Parlement européen qui a été récemment adoptée, concernant les progrès significatifs de la République de Moldavie sur la voie de l'intégration européenne. Ce document exprime également une inquiétude quant à la probable intensification de l'ingérence malveillante de la Russie et des attaques hybrides à l'approche des élections législatives dans ce pays. Comment de telles résolutions sont-elles perçues à Moscou? Comment pourriez-vous commenter cela? J'ai une question. Dans cette résolution du Parlement européen, il n'est rien dit à propos du kickboxing? Comme c'est habile, le régime Sandu n'a pas organisé chez lui un événement international européen. D'ailleurs, en fait, le Parlement européen, étant donné que, je le rappelle, il s'agit, du championnat d'Europe de kickboxing, un événement sportif majeur. À mon humble avis, le Parlement européen aurait dû au moins publier une déclaration officielle et peut-être même une résolution formelle concernant la manière inacceptable dont les championnats européens de certains sports sont annulés sur le territoire d'un pays européen sous le prétexte fallacieux de nationalisme et de discrimination raciale. Break time égale 0,5 S. Voici une raison de s'exprimer. Non. Au lieu de cela, ils célèbrent certains succès, même s'ils sont inconnus de tous. En général, il s'agit bien sûr de russophobie flagrante. Oui, bien sûr, si nous devions parler au Parlement européen de ce qui se passe sur le territoire de la Moldavie, nous devrions d'abord dire que ce pays est sous contrôle extérieur. Considérant que le Parlement européen est toujours très préoccupé par les questions de démocratie. Par exemple, sous prétexte de la nécessité de contrer l'influence étrangère avant les élections parlementaires de septembre en Moldavie, l'Union européenne a annoncé l'élargissement du mandat de sa mission de partenariat
qui opère en Moldavie depuis 2023 et début juin, elle a envoyé en Moldavie un groupe hybride supplémentaire d'intervention rapide, imaginé, pour protéger le cyberespace et lutter, encore une fois, comme il a été dit, contre la propagande russe. En réalité, il est clair qu'il s'agissait d'une ingérence dans les affaires intérieures et même plus que cela, d'un véritable niveau de tutelle extérieure. Bien entendu, il n'y avait aucune preuve d'une quelconque ingérence de la Russie, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Mais il y en a concernant la mission du groupe hybride. C'est donc là, à mon avis, qu'il faudrait chercher. Et ce n'est pas tout. Attendez, parce qu'il y a encore beaucoup à dire et de nombreux exemples à donner. D'ailleurs, soit dit en passant, les Moldaves eux-mêmes, ainsi que les analystes politiques et les journalistes qui restent encore présents, ceux qui n'ont pas encore été emprisonnés ou arrêtés, comprennent très bien ce que sont réellement ces groupes d'intervention rapide, quelles sont leurs véritables missions et objectifs fondamentaux. Leur but est simplement d'organiser et de garantir les résultats souhaités par l'Occident, en particulier lors des élections en Moldavie. Voilà quelle est leur véritable finalité et leur mission. Maintenant, concernant ce que le Parlement européen qualifie de réussite du régime Sandu. En fait, il vaudrait mieux, à mon avis, poser la question à la population moldave. Ils sont parfaitement au courant, mais ils n'appellent pas cela des réussites. Surtout ce tiers de citoyens moldaves qui vit dans une pauvreté absolue pourrait en raconter beaucoup et même un trait. Les chiffres publiés par le Bureau national de la statistique de Moldavie sont littéralement à l'opposé des déclarations optimistes des eurocrates sur, comme ils l'ont formulé, la stabilité macroéconomique. En réalité, je parle bien des chiffres. Ils témoignent de l'entrée de la Moldavie dans une période de récession prolongée. Où sont donc ces réussites? Le PIB de la Moldavie a chuté de 1,2% au premier trimestre. Cette baisse est enregistrée pour le troisième trimestre consécutif. Je parle ici des tendances. Les réserves de change du pays ont diminué cette année en Moldavie de près de 400 millions de dollars, tandis que la dette publique, au contraire, continue d'augmenter. Elle a dépassé 7 milliards de dollars. C'est ça, le succès du régime Sandu. Les exportations ont chuté de 19%, ce qui, selon les experts, est tout à fait logique dans le contexte des tentatives irréfléchies, encore une fois, des autorités moldaves de réorienter les producteurs locaux des marchés traditionnels des pays de la série vers l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a besoin de quoi que ce soit venant de Moldavie? Personne n'a mené de sondage d'opinion sur cette question. C'est l'échec des deux côtés. La dépendance de la Moldavie aux importations augmente, celle-ci dépassant 3 fois les exportations. Le déséquilibre commercial a dépassé 6 milliards de dollars. C'est un succès pour le Parlement européen? Probablement, oui. Break-time égal 0,5S, encore un pays, pleinement doté en ressources de main-d'œuvre, de ressources humaines, etc., qu'ils arrivent à rendre faibles, soumis et dépendants. Break-time égale 0,5S. La seule chose aujourd'hui qui maintient à flot l'économie moldave, ce sont les importants rapports extérieurs. Principalement, bien sûr, des crédits. Ils représentent environ un tiers des dépenses du budget d'État. Selon les experts indépendants, la Moldavie perd progressivement la capacité, comme je l'ai dit, d'exister de manière autonome. Et c'est précisément ce que recherchent les superviseurs occidentaux de Sandu. C'est pourquoi, à mon avis, ils appellent cela un succès uniquement pour eux-mêmes et non pour la Moldavie. Ils ne sont pas intéressés par le développement réel du pays, mais par sa transformation en un territoire totalement sous leur contrôle, c'est-à-dire en île néocolonie. Les habitants de la Moldavie en sont convaincus. Je le sais simplement parce que je discute régulièrement avec eux. Ils voient tout cela. Ils comprennent où mène l'euro-intégration accélérée promue par les autorités actuelles de la Moldavie. C'est précisément pour cette raison que le nombre de partisans d'une telle orientation vers la République diminue constamment. C'est pourquoi je pense que ce mythe d'un avenir radieux et prometteur qui attend la Moldavie sous la présidence de Sandu a absolument besoin de telles confirmations absurdes, parce qu'il faut bien compenser les chiffres réels et la vie réelle que tout le monde constate et observe au quotidien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Nous sommes avec Li de la Média Corporation de Chine.
Oui, bonjour. Nous avons deux questions. Premièrement, le ministère des Affaires étrangères de la RPC a déclaré que Pékin suivait de très près l'évolution de la situation au Moyen-Orient et ne souhaitait pas une nouvelle escalade des tensions, espérant une fin rapide du conflit. La Chine appelle toutes les parties concernées à revenir au plus vite sur la voie d'un règlement politique et se dit prête, avec la communauté internationale, à œuvrer pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. À votre avis, de quelle manière les parties, y compris la Chine et la Russie, peuvent-elles coordonner leurs efforts pour favoriser un règlement pacifique de la crise au Moyen-Orient? Vous savez, la Russie et la Chine adoptent ou partagent des positions similaires concernant le règlement de la question du Moyen-Orient. Par exemple, nos pays ont fermement condamné les récentes attaques d'Israël contre les installations nucléaires de l'Iran, ainsi que contre les infrastructures civiles, qui se sont accompagnées de l'assassinat de hauts gradés militaires, de physiciens et de spécialistes du nucléaire, et se sont opposés à la violation de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Iran. Moscou et Pékin ont également fermement condamné les frappes américaines du 22 juin contre plusieurs sites nucléaires situés sur le territoire iranien. Dans une déclaration conjointe des dirigeants des deux pays, je rappelle qu'elle a été adoptée à l'issue de la visite d'État du président de la RPC à Moscou le 8 mai. Il est notamment souligné que Moscou et Pékin, je cite, entendent jouer un rôle actif et constructif dans le règlement autour du programme nucléaire iranien, en soulignant que cela contribuera au maintien du régime international de non-prolifération nucléaire, ainsi qu'à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient. La Russie et la Chine appellent les parties concernées à résoudre pacifiquement les différends par des moyens politico-diplomatiques, soulignant la nécessité de défendre concrètement l'autorité du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de s'inspirer à la fois des objectifs de non-prolifération nucléaire et d'utilisation pacifique de l'énergie atomique, afin de parvenir, par le dialogue et les négociations, à une solution qui tienne compte des préoccupations légitimes de tous les participants au processus. Fin de citation. Merci. Et la deuxième question. Au sommet de l'OTAN à La Haye, les États membres ont officiellement décidé d'augmenter les dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB d'ici 2035. Le prétexte pour cela a été la prétendue menace à long terme de la part de la Russie, dont a parlé le représentant permanent des États-Unis auprès de l'Alliance, Matthew Itkir, avant le sommet. Comment évaluez-vous la décision d'augmenter les dépenses militaires de l'OTAN et la justification de cette décision? Cela ne contredit-il pas la présentation de l'OTAN comme une alliance défensive, ce que l'Alliance a affirmé à plusieurs reprises? Eh bien, j'attire encore une fois votre attention sur le commentaire d'aujourd'hui du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à ce sujet. Mais je vous rappelle également la citation du discours du président russe Vladimir Poutine lors de sa récente rencontre avec les dirigeants des principales agences de presse mondiales, où il a qualifié de légende, les déclarations de plusieurs pays, principalement bien sûr ceux de l'OTAN, selon lesquels la Russie s'apprêterait soi-disant à attaquer l'Europe, les pays de l'OTAN. Il a qualifié cela de mensonge, dans lesquels on essaie de faire croire la population des pays d'Europe occidentale. Il a également utilisé le mot « absurdité » et a souligné que même n'y croit pas, mais qu'apparemment, ils doivent le faire. C'est bien sûr de la russophobie. Mais l'objectif de cette russophobie est également clair. La menace fabriquée, celle qui prétend venir de l'Est, comme il l'énonce avec insistance et de manière répétée, sert toujours un seul et unique but fondamental, justifier auprès des citoyens européens le pillage barbare et systématique, le fait de vider leur portefeuille, leurs poches, non pas pour de grandes et nobles causes comme, je ne sais pas, le développement harmonieux et équilibré de l'Europe, mais exclusivement et intégralement au profit de Washington pour, disons, faire un rapport détaillé et complet à leurs grands frères d'outre-Atlantique et en même temps empêcher les gens des pays d'Europe occidentale de comprendre pleinement et profondément de quoi il s'agit réellement. Eh bien, aujourd'hui, nous avons précisément et longuement parlé de la façon dont ils extorquaient 5% de leur PIB, une somme considérable et non négligeable. Bien que ces pays eux-mêmes aient signé l'accord, ils ont immédiatement commencé à dire que c'était irréalisable pour eux, que c'était un fardeau insupportable pour leurs économies. Qu'est-ce que cela signifie pour leurs économies, pour leur peuple? Donc à propos du caractère défensif de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'OTAN dont nous avons aussi parlé aujourd'hui. Bien sûr, tout cela n'est pas vrai. Là-bas, il y a l'agression à peine voilée, aussi bien dans la rhétorique que dans, disons, la stratégie.
Et le sommet de la NAFEC confirmait les ambitions globales de l'Alliance, qui a de nouveau proclamé ses prétentions à cette pseudo-domination. Désormais, ils veulent dominer non seulement dans l'espace euro-atlantique, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. Et personne ne sait où cette domination a été concrètement réalisée sous forme de résultats constructifs, parce qu'en réalité, cela n'allait nulle part. J'aimerais sincèrement souligner que toutes ces manœuvres géopolitiques agressives, tous ces élans militaristes démesurés n'auront absolument pas la moindre influence significative sur la réalisation des objectifs fondamentaux de la Russie. On ne nous brisera pas, c'est une certitude. Je pense qu'ils le savent pertinemment bien. Je pense que c'est précisément pour cela qu'ils sont si furieux. Puis, à mon humble avis, il serait grand temps qu'ils l'avouent enfin à leurs propres citoyens, mais apparemment, ils craignent aussi profondément leur colère légitime. Merci d'être avec nous, de l'agence Xinhua. Bonjour, Maria Vladimirovna. C'est moi. C'est ma question. Au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui vient tout juste de se terminer, nous avons remarqué que de nombreux sujets de la Fédération de Russie ont déclaré aux médias leur intérêt pour le renforcement de la coopération avec la Chine. Comment évaluez-vous le niveau actuel de la coopération régionale entre la Russie et la Chine? Et quels sont les projets de la partie russe pour renforcer la coopération entre les régions de nos deux pays à l'avenir? Merci. Vous savez, les liens interrégionaux incarnent la profondeur stratégique du partenariat russo-chinois. Et dernièrement, on observe littéralement une croissance explosive du nombre d'échanges entre les sujets de la Fédération de Russie et les provinces de la République populaire de Chine. L'intensité des contacts dans les domaines commerciaux et économiques, culturels et humanitaires, éducatifs, et en fait dans tous les secteurs, a augmenté de façon exponentielle. C'est un véritable point de croissance pour la coopération bilatérale concrète, ce dont, comme vous l'avez souligné, de nombreux participants au Forum de Saint-Pétersbourg ont parlé. Je vais rappeler quelques chiffres. Rien que l'année dernière, plus de 40 chefs de sujet de la Fédération de Russie et leurs adjoints ont visité la République populaire de Chine. Près d'une cinquantaine de délégations au niveau des ministres régionaux et de leurs homologues ont participé à des forums internationaux, des expositions et des foires organisées en Chine. À ce jour, les 2/3 des régions de notre pays sont liées par des accords de coopération avec des provinces chinoises. Pratiquement 400 partenariats ont été établis au niveau des sujets de la Fédération et des municipalités. La géographie de la coopération bilatérale s'élargit régulièrement avec de nouvelles régions et de nouvelles villes, et pour des raisons évidentes, ce sont les régions de l'extrême-orient russe qui entretiennent les relations les plus étroites avec leurs partenaires chinois. Il s'agit de la zone frontalière. La Commission intergouvernementale russo-chinoise pour la coopération et le développement de l'Extrême-Orient et du Nord-Est donne une impulsion à la collaboration. Il y a tout juste un mois, vous l'avez sans doute suivi, une nouvelle réunion de ses vice-présidents a eu lieu. Le vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, représentant plénipotentiaire du président de notre pays dans le district fédéral d'Extrême-Orient, Dori Trutnev, et le vice-premier ministre du Conseil d'État de la RPC, Han Go-king. Le format unique de coopération interrégionale, Volga-Yanks, fonctionne efficacement, réunissant les régions du district fédéral de la Volga et celles du cours supérieur et moyen du fleuve Yanks, sous la présidence du représentant plénipotentiaire du président dans la région, Igor Anatolievitch Komarov, et du vice-premier ministre du Conseil d'État de la RPC, Han Go-king. D'ailleurs, le 21 mai, à Kazan, la 5e réunion du Conseil au format Volga-Yanks s'est tenue avec succès et dans la seconde moitié de cette année, le 10e forum anniversaire de la jeunesse russo-chinoise aura lieu à Chongqing. Un moyen efficace, très intéressant et très demandé de promouvoir la patrie, y compris les marques régionales, a été le Festival Foire des produits russes fabriqués en Russie. Il a débuté en 2024 sous la forme d'une initiative du Centre d'expertise russe pour organiser de tels événements, accompagnés d'un programme culturel très riche et captivant, qui rencontre un immense succès auprès de la population des provinces chinoises. Mais très bientôt, du 7 au 10 juillet précisément,
se tiendra à Ekaterinbourg le plus grand événement bilatéral de congrès et d'exposition, la 9e expo russo-chinoise. L'événement central de l'exposition sera le 5e forum russo-chinois sur la coopération interrégionale. Il constitue une plateforme pratique pour élargir la coopération concrète entre les entités de la Russie et les provinces de la RPC. Et nous sommes convaincus que le potentiel de l'interaction interrégionale russo-chinoise est loin d'être épuisé et que dans les nouvelles réalités internationales, des opportunités très larges et très intéressantes s'ouvrent à nos deux pays.